Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous laisser écouter, visualiser une vidéo. C'est un débat entre deux chercheurs maliens, le docteur Traoré et le docteur Cissé, sur le franc CFA. Je préfère vous laisser écouter vous-même ce qu'ils se sont dit, et après, je vais vous faire écouter une autre vidéo qui viendra les départager et puis mettre la barre, élever la barre plus haute. Donc, je vous laisse apprécier le débat. En résumé, le docteur Cissé soutient que le franc CFA ne le gêne pas. Le franc CFA n'a aucune importance. On peut se développer avec le franc CFA. On peut s'enrichir avec le franc CFA. Il faut plutôt se pencher sur l'épargne. C'est un long débat, mais bon, j'ai pris juste un extrait, juste pour vous donner une idée de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'évolue pas? C'est à cause des intellectuels africains. Ce sont des répétiteurs, c'est-à-dire qu'ils savent seulement répéter ce que les Occidentaux, les Blancs leur disent. Théorie de Keynes, théorie de Karl Marx, théorie de X, de Y, c'est ça qu'ils adorent. Quand ils récitent ces noms-là, ils pensent qu'ils deviennent des économistes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous avez le docteur Traoré, madame la recteure d'une université au Mali, qui, elle, pense que le franc CFA est un frein à notre développement. Donc, appréciez et on va en parler. Politique, il y a de cela 63 ans, je le disais, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous détenons notre indépendance économique avec une monnaie coloniale vieille aujourd'hui de 78 ans, docteur Traoré? Bon, je dirais que nous n'avons pas notre indépendance économique, d'autant qu'avec cette monnaie, comme vous l'avez dit, vieille de 78 ans, et qui ne nous appartient pas en réalité. Cette monnaie, nous n'avons aucun pouvoir sur cette monnaie, sur son émission, et la masse à mettre sur le marché, etc. Nous n'avons pas de pouvoir de décision. Donc, ce n'est pas une monnaie qui nous appartient et par conséquent, les effets sur l'économie aussi, ça ne serait pas de bons effets. Docteur Cissé, nous travaillons, nous utilisons une monnaie qui n'est pas pour nous. Monsieur Damblé,
moi, je ne vois pas la question sous cet angle en réalité. Parce que si déjà la monnaie, le franc CFA est en train de faire couler beaucoup d'encre, il est intéressant de se demander pourquoi il y a une telle effervescence de la part des uns et des autres. Souvent, il y a des pros et il y a des contre. Et moi, je pense qu'il serait intéressant pour un départ que les uns et les autres comprennent un peu quel est le rôle de la monnaie, par exemple, dans une économie. Ça va en ce moment diluer beaucoup d'ardeur. Et comme je le disais, là, moi je suis partisan des économistes orthodoxes, c'est-à-dire les économistes pro-marché, et que nous sommes opposés aux économistes hétérodoxes, qui sont toujours dans l'interventionnisme et beaucoup d'autres éléments. Mais pour nous, la monnaie n'a aucun impact dans l'activité économique. Ça, c'est la première théorie qui a toujours existé. C'est-à-dire que nous pensons... On peut parler d'économie sans parler monnaie? Oui. D'ailleurs, nous enseignons toujours, nous les orthodoxes, une économie non monétaire. C'est-à-dire que tout ce que nous enseignons dans nos facs, c'est une économie carrément non monétaire. Pourquoi? Parce que nous partons de la base que ce sont les biens qui s'échangent entre eux, les biens et les services. La monnaie sert simplement à faciliter la mécanique des échanges. Si nous partons sur cette hypothèse, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Nous arrivons à la conclusion que c'est l'épargne qui va financer l'économie et non la monnaie. Parce qu'il y a une différence entre l'épargne et la monnaie. Un des rôles de la monnaie, c'est de capter l'épargne. Donc, mais pour ceux qui pensent que la monnaie a une valeur intrinsèque, les économistes hétérodoxes, pour eux, la monnaie peut financer l'économie sans épargne. Et en ce moment, le clivage va être fait. C'est pour cela, pour nous, que ce soit le franc CFA ou une autre monnaie, ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle. Vous êtes là dans l'économie pure et dure. Moi, je partage avec vous l'avis d'un économiste burkinabé, là-bas Israël Lompo, qui disait que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais un sujet politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des États. Vu sous cet angle-là, est-ce qu'on peut dire que notre indépendance n'est pas à moitié acquise? Oui, mais vous amenez, c'est-à-dire le plus souvent, ceux qui sont pour ceux qui pointent du doigt la monnaie, le franc CFA sous cet angle, voient la monnaie sous l'angle de l'indépendance politique et autres. Mais alors qu'ici, on parle d'économie. L'économie, c'est quoi? Comment fluidifier les activités réelles? C'est-à-dire, comment la production se fait? Comment l'inflation va se porter? Et quel est l'impact de la monnaie en ce moment sur les activités qui se passent au quotidien? Est-ce que la monnaie les impacte sérieusement? Et nous arrivons à la conclusion, malheureusement, que non. Et toutes les données historiques montrent cela. Alors, de votre point de vue, c'est-à-dire que tout ce débat passionné autour du franc CFA, est-ce un faux débat finalement? Pour nous, à la limite, c'est un faux débat. Pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester forcément dans le franc CFA. Mais c'est un faux débat. Docteur Traoré, vous partagez cet avis? Est-ce que parce qu'on a l'impression que les francs CFA dans les débats symbolisent une forme de colonisation monétaire en quelque sorte? Oui, c'est une forme de colonisation monétaire. Et pour réagir un peu à ce que le docteur Sissé a dit, je pense bien que qu'on le veuille ou non, la monnaie joue un rôle important dans l'économie d'un pays. D'abord, vous avez parlé des échanges. Quand on prend cette théorie-là, les théories classiques, effectivement, la monnaie, on dit que c'est un voile. Elle sert tout simplement d'intermédiaire pour faciliter les échanges. Mais ça fait partie des fonctions de la monnaie. Pourquoi on a créé la monnaie? C'est pour faciliter les échanges. Ça veut dire que la monnaie joue un rôle important dans l'économie. Donc forcément, la monnaie, le débat sur la monnaie est incontournable. Donc, concernant ces fonctions de la monnaie, ces fonctions traditionnelles-là, on dit que c'est la monnaie qui permet de déterminer la valeur des biens dont vous parlez, qu'on doit échanger. Donc, ça veut dire que la monnaie, elle est importante. On dit que la monnaie réserve la valeur. Donc, ça veut dire que la monnaie est importante. Donc, en plus de tout ça, la fonction essentielle sur quoi même le débat porte, c'est la fonction politique de la monnaie. Le rôle de la monnaie dans les politiques économiques. Donc, si la monnaie joue effectivement, et ça, c'est indéniable,
la monnaie joue un rôle dans les politiques économiques. Donc, le débat concernant la monnaie ne peut pas être un faux débat. Ça ne peut pas être un faux débat. Oui, juste, vous savez, quand on fait on n'est pas dans l'économie politique. L'économie politique a été remplacée par les sciences économiques. Quand on fait de la science économique, les deux piliers d'une science, c'est quoi? Ce sont les observations, c'est-à-dire les évidences, et après les explications logiques qu'on donne aux observations. Maintenant, si vous prenez la question de la monnaie en Afrique, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous prenez la CEDEAO, 15 États. Vous voyez, il y a la zone ZMOA, c'est-à-dire la zone monétaire ouest africaine, où il y a à peu près 6 pays. Quand on va ajouter le Cap-Vert, ça va faire 7, plus le 8 de l'UEMOA, ça va faire les 15. Mais les 7 de la ZMOA plus les 6 de la ZMOA plus le Cap-Vert, ces 7-là ont chacun leur monnaie. Mais les observations nous disent quoi? Est-ce que ces 7 pays, à part peut-être le Nigeria, le Ghana dans une certaine mesure, battent à plat couture les pays de l'UEMOA? Non. Premier élément. Donc, ce sont les observations crues que nous voyons tous. Deuxième élément, quand vous prenez ces mêmes pays, est-ce que ces mêmes pays font plus de croissance que les pays de l'UEMOA? Non. Donc, voulez-vous dire que le franc CFA n'est pas aussi mauvais qu'on le croit? Mais, moi, la monnaie est pour nous orthodoxe, la monnaie est neutre. Parce que le problème de ce débat, si les gens ne prennent pas garde, ils vont créer des espoirs inutiles. Et après, le réveil va être brutal. C'est quand même étonnant. C'est que la thèse que vous venez de défendre, que vous êtes en train de défendre comme ça veut dire que la monnaie n'a aucun rôle dans le développement d'un pays. Mais bien sûr. Le rôle de la monnaie, comme l'a dit Madame le recteur, le rôle de la monnaie, c'est faciliter d'abord les mécaniques de l'échange, 2, permettre de fixer les prix des biens et services, 3, capter l'épargne. Mais d'autres éléments peuvent capter l'épargne. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons, si vous voyez qu'un pays ne se développe pas, parce que le pays ne fait pas d'épargne. Mais contrairement aux économistes hétérodoxes comme Madame la recteure certainement, ils pensent que c'est Keynes qui a développé un peu cette folie-là, vous m'excusez du terme, c'est Keynes qui l'a développé. Ça veut dire quoi? Qu'un pays peut faire des investissements sans avoir de l'épargne. Et comment le pays fait? Le pays va le faire à travers le cycle bancaire, en créant de la monnaie. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inflation. Vous vous rappelez certainement de l'inflation allemande, de l'inflation au Congo, au Zimbabwe tout récemment, où il y a eu 231 millions % de taux d'inflation. En Allemagne, c'était dans... par exemple, si vous prenez l'histoire de l'inflation allemande, en 1914, il fallait donner $1 pour avoir 4,2 Reichsmark. Et 9 ans plus tard, soit dans les années 1923, il fallait donner $1 pour avoir 4 milliards 200 millions de Reichsmark. Donc c'est juste pour dire que nous, les économistes orthodoxes, nous sommes sûrs que la monnaie est quasiment neutre. Même si au départ, on peut peut-être dribbler un peu l'activité économique, mais à la fin, vous êtes rattrapé toujours par l'inflation. Monsieur Damelé parlait du rôle de la monnaie dans le développement. Moi, je parlais du rôle de la monnaie dans la souveraineté. On parle quand même de souveraineté monétaire. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu finalement ou pas? Oui, mais la souveraineté monétaire, vous savez, vous vous situez sur un plan politique. Mais vous ne vous trouvez pas sur un plan économique. Mais logiquement, attention, le diable réside dans les détails, comme on le dit. Logiquement, le bon sens veut que chaque pays, à la limite, ait sa propre monnaie. C'est là où, moi, je suis parfaitement d'accord avec les uns et les autres. Mais essayer de prendre la monnaie de manière dithyrambique, faire croire aux gens que quand on a notre monnaie, on va de l'avant, c'est là où il y a le piège. C'est là où le piège réside en réalité. Parce que au niveau de la CEDEAO, comme je l'ai dit, Cap-Vert, le Libéria, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays, la Guinée-Conakry, tous ces pays ont leur propre monnaie. Mais il n'y a pas une année-lumière entre eux et nous. Donc ça veut dire que pour nous, les classiques, les économistes hétérodoxes, pour être plus précis, la différence va se jouer sur d'autres terrains qui n'est pas sur le terrain monétaire. D'accord. Là, on parle du franc CFA. Si ce n'est pas alors le franc CFA, qu'est-ce qui peut expliquer la faible performance économique des pays de la zone? Mais je viens de vous dire que nous n'avons pas
nous ne sommes pas faibles par rapport aux autres. Je vous donne juste 2 ou 3 statistiques. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les crédits accordés par les différentes banques nationales. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu écouter le débat entre ces deux chercheurs. Maintenant, nous allons apporter plus de précision. Hein. Certes, vous allez le comprendre déjà que je soutiens la thèse du docteur Traoré. Cette dame connaît bien le sujet, elle maîtrise bien l'économie. Hein. Nous ne sommes plus là à l'ère où on ne part pas à l'école pour aller apprendre les théories des gens qui nous ont colonisés. On part à l'école pour aller maîtriser le savoir. Le savoir, ce n'est pas faire la répétition, ce n'est pas des récitations. On ne part pas à l'école pour des récitations. Hein. Les termes que le docteur Cissé emploie, ce sont des termes que, si vous n'êtes pas économiste, vous ne pouvez pas comprendre ça. On parle de l'épargne, de Keynes, de la théorie malthusienne, de la macroéconomie, la microéconomie. Si vous n'êtes pas économiste, vous ne pouvez pas comprendre ça. Alors que le problème est terre à terre. Il est très simple. Tellement simple que le professeur Ago, quand il vous en parle, vous n'avez même pas besoin d'être économiste pour comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que j'ai choisi donc ce grand économiste-là pour venir vous donner plus de précision pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. C'est le système. Et ce que je vous disais, ce que les nazis faisaient. Qu'est-ce que faisaient les nazis? Il dit, vous, la France, apportez-nous les biens dont nous avons besoin. Et en contrepartie, on crédite votre camp, on met un signe plus. Voilà ce que nous dit M. Jean Boissonnat, brillant et journaliste, mais il n'est pas cité ici en tant que tel. Il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque de France. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. C'est-à-dire, il ne paye pas. Pour mémoire, lorsque le Ghana va à la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana. Si la France veut achète des biens, par exemple, au Nigeria, ou du moins à tous les autres pays du monde qui ne sont pas membres de la zone franc, elle prend les devises et elle les paye. En ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA, sans débourser de devises. Elle prend seulement son signe plus, elle les crédite. Voilà le système. Et voilà ce que nous dit le ministre Jean Foyer. Il dit on a passé avec les Africains des accords dits sur les matières premières stratégiques qui les obligeaient tout simplement à nous proposer en premier lieu de nous accorder des concessions. C'est-à-dire, il y a des accords qui sont là. Les accords de défense, etc. Dit, bon, on va vous défendre, mais en contrepartie, toutes vos matières premières, dites stratégies, en tout cas, dont nous, la France, avons besoin, c'est à nous seulement, d'abord. Et c'est comment, quand nous ne voulons plus, que vous pouvez vendre aux autres. C'est tout ce que nous disons, c'est officiel, mais on sait que personne ne s'en occupe. Les gouvernants africains qui s'en occupent, ils sont obligés de se taire, sinon ils vont perdre le pouvoir lui-même. Sinon, c'est la vie. Donc, que ce soit les accords de défense, que ce soit les accords de Yaoundé 1 de 1963, renouvelés en 1969 par les accords de Yaoundé 2, et qui sont devenus par la suite ce qu'on appelle les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou, et tout récemment les APE, tous ont un dénominateur commun, approvisionner la France, sinon maintenant par extension l'Europe. Ne pas transformer les matières premières chez eux. C'est écrit ici. En ce qui concerne ces mêmes matières premières, la République, etc., réserve par priorité leur vente à la République française et s'approvisionne par priorité auprès d'elle. Tous ces accords existent. Ceux qui veulent s'intéresser à la question, on leur donnera les textes officiels. Deuxième inconvénient majeur, eh bien, la France utilise ces capitaux africains qui sont ici, pour éteindre ses dettes, etc. Mais je vais citer les Français eux-mêmes. Selon Xavier de la Fournière, il dit bien, l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des sortes de créditeurs au compte d'opération est réel.
car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et l'amortissement de la dette publique. Quand on dit amortir une dette publique, ça veut dire rembourser la dette. Donc la France utilise les ressources africaines, pour ne pas dire les devises africaines, pour payer une partie de sa dette, tellement sa dette est devenue astronomique. Et enfin, il y a des faits. Si, depuis plus de 54 ans, la France coopère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Or, curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertie comme le dollar, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous avez, et la banque vous convertit en monnaie locale. Vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, aller dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, ce n'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité, les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, CEMI, BCAO, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, on dit non, on ne prend pas ça. Pourtant, nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc, les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises? C'est la France. Deuxième source, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu sait, aujourd'hui on les connaît, les transferts de fonds sont plus importants, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, c'est-à-dire nettement libellé en devises, ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, appuie sur la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième chose, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puisque ce n'est pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, elle ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent, et puis tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause.
Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez bien suivi le professeur Agbou, il vous a bien dit que ça, c'est d'abord question de bon sens, une question d'observation. On n'a pas besoin d'être économiste pour maîtriser ces questions concernant le CFA. Donc, après toutes ces explications, je ne vois pas ce que moi je peux rajouter. C'est pas possible. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo où je parlerai de l'aspect purement politique, comme je l'avais déjà fait lors de ma thèse de doctorat en 97. Hein, j'avais déjà parlé du franc CFA en disant que c'est à cause de ça que la France arrive à nous coloniser, à organiser des coups d'État, des attentats et autres. Et c'est cet aspect que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, sur le plan purement économique, en tout cas, le professeur Agbou est clair. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus, parce que toutes ces questions-là, je les ai déjà abordées. Je ne suis pas un économiste, mais, comme l'a dit le professeur Agbou, vous avez besoin seulement d'observer les faits, et vous comprendrez ce qui est en train de se passer. Comment nous sommes escroqués, et comment nous, on ne peut pas se développer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, V, ya, malève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.